Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver pour le compte de votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Pour ce numéro, nous avons l'opportunité de recevoir pour la seconde fois Dr Noé Tchani, banquier et économiste international. Il a postulé à la présidence de la République aux élections de 2018. Docteur, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir chez vous. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme je l'ai signifié tantôt, vous avez postulé aux élections de 2018. Les élections de 2023, ça pointe à l'horizon. Vous allez postuler encore? Vous croyez à la tenue de ces élections? Ça ne sent pas les glissements? Répondez par cet tas de questions comme go de cette émission. En tout cas, moi je suis un croyant. Croyant, ça veut dire, je crois dans les institutions de la République. Il y a des institutions qui sont chargées de l'organisation des élections. Je fais confiance à ces institutions jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, la CENI nous dit que les élections vont avoir lieu en 2023 et je crois à cela. Et je demande à ceux qui ont la capacité et le pouvoir de donner à la CENI les moyens qu'il faut pour l'organisation des élections réussies, de le faire et de le faire à temps. Donc, ça, c'est du côté de l'organisation des élections et du calendrier électoral. Maintenant, est-ce que je serai candidat à ces élections au niveau de la présidence de la République ou pas? Je pense qu'il est trop tôt de se prononcer. Pourquoi? Parce que, en tant que républicain et démocrate, je pense qu'il y a un mandat qui a été confié à un président de la République qui est en poste actuellement. Comme là, vous allez parler comme un homme bien organisé. On sait qu'il n'y aura pas modification des élections, c'est en 2023. Dr Noé Tchani, c'est un économiste international, un homme des principes qui a déjà un projet. Vous allez postuler en 2023? C'est une très bonne question. Et je répondais à cette question en disant, laissons le président actuellement en poste terminer son mandat. On aura l'occasion de faire son bilan. Quand on va faire le bilan, il y a deux possibilités. Soit il a tellement bien travaillé qu'il a répondu à toutes les attentes de la population, à tous les défis auxquels le pays est confronté, c'est-à-dire création d'emplois pour réduire le chômage, réduction de la pauvreté, amélioration des services publics de base, c'est-à-dire la disponibilité de l'eau potable, de l'électricité à toute la population congolaise, la construction des infrastructures de base pour qu'on ait des routes à Kinshasa, mais également en province où il n'y a pas de trous, des routes qui permettent une circulation. Ce sont là les nécessaires du plan Maréchal signé docteur Noé Tchani. Ce sont les défis auxquels le pays est confronté. Donc, quand nous allons faire ce bilan-là, et on va répondre soit en disant, bon, le président a tellement bien travaillé qu'il faut le laisser continuer, ou bien qu'il n'a pas bien travaillé et qu'on ne voit pas d'autres moyens de pouvoir régler ces défis de développement que de nous présenter nous-mêmes pour pouvoir prendre sa place et nous jeter donc dans le ring et essayer donc de régler ces défis de développement. En ce moment-là, nous allons décider s'il faut se présenter aux élections ou pas. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Nous allons le laisser travailler jusqu'à la fin de cette année. En début de l'année 2023, on va se prononcer en faisant ce bilan et on va annoncer au peuple congolais si nous allons nous présenter aux élections 2023 ou pas. Jusque-là, vous saluez les travaux abattus par la centrale électorale. Est-ce que jusque-là, cette centrale a déjà péché? Si oui, c'est à quel niveau? Et on sait qu'à la Chambre basse du Parlement, ils ont repris déjà le chemin de plénière, ainsi de suite, en guise de procéder à l'élaboration de lois nécessaires. Surtout, on sait que la Chambre basse du Parlement doit doter la CENI de certaines lois qui traînent encore le pied à la CENI. Je demande à tous les acteurs, chacun doit faire ce qui lui revient dans les limites de son pouvoir pour mettre la CENI en position de faire son travail à temps. Quant à la CENI elle-même, je ne peux pas dire qu'elle a déjà fait ça ou ça. Tout ce que je sais, c'est donc ce sont les parties prenantes qui posent problème? Non, tout le monde doit être impliqué. Je dis que la CENI doit être à mesure de nous dire voici le calendrier électoral, voici les étapes qu'il faut parcourir pour arriver à l'organisation des élections en 2023 et voici ce que nous avons déjà fait. Tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent de la bouche du président de la CENI, Denis Kadima, tout ce que j'ai entendu, c'est que le gouvernement ne leur a pas donné de moyens. C'est tout ce que j'ai entendu. Mais alors, maintenant, qu'est-ce qui est fait pour que ces moyens soient disponibilisés? Non pas simplement il y avait des guéguerres, pas plus tard qu'il y a un mois, il y avait des guéguerres entre la CENI et le ministère de Finances concernant le financement des élections. Il y a financement des élections et les frais de fonctionnement. Il y a un certain calme. On s'est dit que le problème est décanté, vous pensez? Je ne sais pas s'il est décanté ou pas, mais moi j'invite tout le monde à un peu plus de professionnalisme que ça. Au niveau du ministère des Finances et au niveau de la CENI, il y a des informations qu'il faut traiter au niveau de responsabilité étatique.
On ne doit pas mettre ces informations dans la rue pour créer donc, si je peux dire, des soucis au sein de la population. Le ministère des Finances sait qu'il doit mettre les moyens à la disposition de la CENI. La CENI sait que quand on lui donne des moyens, il doit faire certaines choses. Je souhaite qu'ils fassent leur travail de façon professionnelle, plutôt que nous amener à augmenter la pression, la pression sur le public, qui deviendra très anxieux en se disant les responsables qui sont supposés organiser des élections sont en train de se disputer. Je pense que ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Pour l'instant, la centrale électorale, la CENI, s'attelle à comment organiser l'élection de gouverneurs dans les provinces qui sont dans le besoin, ainsi de suite. Donc les BRTC de la CENI sont opérationnels dans ces provinces. Vous pensez qu'il y aura ces élections au mois de mai, comme annoncé? Moi, j'ai dit tout à l'heure que je crois dans les institutions de la République. Si la CENI, qui est responsable de l'organisation des élections, nous dit que ces élections vont avoir lieu au mois de mai, il n'y a pas de raison que moi, je ne puisse pas croire à cela. Donc, je crois que les élections auront lieu. Je souhaite à la CENI toutes les bonnes chances pour l'organisation sereine de ces élections. Et je souhaite à tous ceux qui sont des candidats beaucoup de bonnes chances pour arriver à gagner afin que ces provinces deviennent opérationnelles comme on le souhaite. Loin de parler du glissement pour Noël Tchani, bien que on sent que la CENI n'évolue pas bien. Je ne dis pas que je suis loin... Si la CENI, à quelques temps de 2023, déplore déjà et bute à des sérieux problèmes de financement, vous pensez que avec les temps qui restent, tous les nécessaires pour organiser des bonnes élections auront lieu, l'enrôlement, l'identification, ainsi de suite, et sachant que le pays est buté à des sérieux problèmes liés à la logistique et à l'insécurité qui gagnent du terrain, surtout dans la partie est du pays? Moi, je souhaite toujours être pragmatique. Et je sais que quand on a un calendrier à respecter, il faut dire à la CENI, nous ne voulons pas avoir des explications. Débrouillez-vous pour que les élections aient lieu en 2023 dans les délais constitutionnels. Maintenant, pour faire ces élections-là, il leur faut des moyens. Je demande à ceux qui doivent disponibiliser des moyens de remettre à la CENI tous les moyens qu'il faut. Que ces gens soient au niveau du gouvernement de la RDC ou bien au niveau de la communauté internationale. Maintenant, est-ce que je crois que ça aura lieu, ça n'aura pas lieu? Je crois que ce sont des spéculations à ce stade ici. Je souhaite faire confiance à la CENI. Si elle n'organise pas des élections, je voudrais simplement au niveau, par exemple, de notre Assemblée nationale, que les choses soient très claires. Pourquoi? Parce qu'on a habitué les gens, les dirigeants du pays, à ne pas faire les choses qu'ils sont supposés faire. Et quand on arrive à la fin, on nous parle de glissement. Je souhaite d'ailleurs que les dirigeants du pays, au niveau du Parlement, adoptent une loi, ou bien quand on va reviser la loi électorale. Il y aura d'ailleurs une révision constitutionnelle qui sera en cours bientôt. Au moment de révision de ces deux textes-là, il sera important d'inscrire dans les lois congolaises que si les élections ne sont pas organisées à temps, le jour J, tous ceux qui étaient responsables de donner à la CENI des moyens, qui sont donc des dirigeants du pays, ne peuvent pas rester un jour de plus. Il ne faut même pas penser au dialogue. Non, il faut éviter toutes ces choses-là. Il faut bien que les textes soient clairs pour dire que vous êtes un chef de l'État, vous êtes un premier ministre, vous êtes un gouvernant, vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour que les élections aient lieu dans les délais, mais le jour J, quand votre mandat termine, pas une journée de plus. Vous devez partir et laisser d'autres personnes qui sont déjà prévues par les textes assurer la continuité de l'État et l'organisation des élections. Noël Tchani, on a tous appris qu'à l'est de la RDC, ça ne va pas. Les M23 continuent à s'aimer la terreur et la désolation et la population de ce coin vit les morales en berne. Vous pensez qu'il y aura des élections tenant compte de cette réalité? Malgré l'état des sièges, l'insécurité est grandissante à l'est de la RDC. J'ai suivi avec intérêt le communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, qui nous ont présenté des militaires qui étaient arrêtés. Voilà. Et ces militaires, soi-disant, ils sont du M23, mais quand on a fouillé, on a trouvé que ce sont des militaires de l'armée régulière rwandaise. Moi, je pense que le masque est tombé. Le Rwanda joue ce jeu-là depuis plusieurs années. Aujourd'hui, qu'on a bien compris que le M23, c'est l'armée rwandaise donc déguisée. Il est important que nous, en tant que pays, on assume nos responsabilités.
J'invite les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, à assumer leurs responsabilités. Il faut toujours continuer à sauvegarder les bonnes relations diplomatiques avec le Rwanda, pays agresseur de la RDC. Si vous pouvez me laisser terminer mon idée. Je vous en prie. Si vous pouvez me laisser. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est quoi? C'est que pendant très longtemps, le Rwanda joue avec les esprits des Congolais. En disant, le M23, c'est une rébellion congolaise, nous n'avons rien à voir avec. Mais qu'est-ce que nous constatons? Tous les militaires du M23 et les dirigeants du M23, à commencer par un monsieur qu'on appelait général Makenga, quelque chose comme ça. Et tous ceux qui sont du M23, ils habitent paisiblement au Rwanda. Ils viennent se promener au Congo quand ils veulent, ils créent l'insécurité, ils volent nos minéraux, ils violent nos femmes. Et en plus de cela, ils tuent nos citoyens. Et quand ils fuient donc les zones de guerre en RDC, ils vont se réfugier au Rwanda. Je pense que Paul Kagame joue avec les esprits des Congolais. Il y a moyen de régler des comptes. Il est important aujourd'hui que l'armée congolaise assume ses responsabilités. Le rôle de l'armée, c'est quoi? C'est défendre l'intégrité territoriale. Quand on est attaqué par un pays étranger, parce que c'est de cela qu'il s'agit, le M23, c'est l'extension de l'armée rwandaise. Le Rwanda n'a pas une armée plus forte que la nôtre? Moi, je pense que je ne suis pas militaire. Okay. Je ne suis pas militaire, mais je suis juste rationnel. Moi, je pense que si les FARDC veulent s'attaquer, se mesurer au Rwanda, c'est une question de quelques heures. On peut prendre tout le Rwanda en quelques heures, en faire une colonie congolaise. Et je voudrais demander aux FARDC... C'est un pays bien organisé, ne l'ignorez pas, hein, ne faites pas l'ironie, le Rwanda c'est un pays bien organisé. Bien organisé, bien organisé, c'est l'histoire de la grenouille et du bœuf. Ils sont bien organisés, mais ils sont tout petits comme ça. Nous sommes grands, nous avons de la force. C'est pas David et Goliath. Nous pouvons les écraser. C'est pas l'histoire de David et Goliath. S'il vous plaît, nous pouvons les écraser. Et je voudrais dire encore une fois de plus à nos dirigeants de cesser d'être complaisants à l'égard de Paul Kagame. Il a démontré que ce n'est pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Il a démontré que c'est lui l'ennemi numéro 1 du peuple congolais. Il a démontré que la croissance économique qu'on applaudit au niveau du Rwanda, elle est alimentée par quoi? Par le pillage des ressources naturelles de la RDC. Il est temps que l'armée congolaise se mesure à l'obstacle, c'est-à-dire fasse la guerre au Rwanda pour qu'on puisse voir finalement qui est qui. L'état d'urgence a échoué selon vous? Je ne crois pas que l'état d'urgence ait échoué. L'état d'urgence donc est en train de réaliser quelques progrès. Et déjà, l'un des progrès réalisés, c'est le fait d'avoir attrapé ces militaires rwandais. L'état des sièges, excusez-moi, je parlais de l'état des sièges. Le fait d'avoir arrêté ces militaires rwandais qui sont déguisés en M23, c'est déjà quelque chose de bien qui est sorti de l'état de siège, parce qu'aujourd'hui, les Rwandais ne peuvent plus donc se cacher en disant que ce sont des rébellions congolaises. Nous savons que c'est l'armée régulière rwandaise qui mène les fronts au niveau donc de l'Est du pays. Il est important que les FARDC aient la permission et l'ordre du commandant suprême des forces armées congolaises. L'état de siège est bité à beaucoup de failles. Il y a ceux qui aimeraient suggérer au chef de l'État, aux autorités compétentes, l'état d'urgence en lieu et place de l'état de siège. Je ne connais pas la nuance entre les deux. Je pense qu'on a commencé avec l'état de siège. Il faut donner à l'armée à l'Est de la République tous les moyens qu'il faut et leur donner les autorisations pour poursuivre les ennemis jusque dans leur dernier retranchement. Et ces ennemis-là, on sait qu'ils viennent du Rwanda. Donc il ne faut pas se limiter simplement à lutter sur le territoire congolais quand on sait que les ennemis ont une base arrière qui se trouve au Rwanda. Il faut entrer au Rwanda, il faut faire la guerre à l'armée rwandaise, il faut montrer aux Rwandais que nous avons un grand pays qui est la RDC et qui a une grande armée qu'on appelle les forces armées de la République démocratique du Congo. Si, par exemple, notre armée jusque-là est butée à des problèmes, il y a nécessité de réformer encore notre armée, la RDC peut recourir aux forces étrangères, par exemple, comme faire appel à l'armée française pour venir appuyer l'armée congolaise en guise de buter dehors les rebelles rwandais particulièrement. Depuis un certain temps, la RDC dit, les dirigeants de la RDC disent qu'ils ont un partenariat stratégique avec certains pays étrangers, notamment les États-Unis d'Amérique. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir quel est le contenu de ce partenariat stratégique. C'est pendant des temps comme ça qu'il faut qu'on voit qui est notre partenaire de façon stratégique. Et d'ailleurs, hier, nous avons suivi l'information qu'il y a un hélicoptère de la MONUSCO qui a été abattu par le M23. 8 casques bleus ont trouvé la mort. On ne parle pas donc des Congolais qui ont trouvé la mort donc dans cet accident-là. 8 casques bleus donc des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est quand même l'organisation qui représente tous les pays du monde. Je pense que le M23 et l'armée rwandaise ont déclaré la guerre à tout le monde entier.
Au même titre qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, je pense que nous sommes dans une même situation. Il est important aujourd'hui que les FARDC, aux côtés de la MONUSCO et aux côtés des partenaires stratégiques de la RDC, dont les États-Unis d'Amérique, s'emploient à aller désarmer Paul Kagame chez lui et l'armée rwandaise. Selon certaines indiscrétions ou les communs des mortels, ces affrontements sont amplifiés ou ont pris de l'ampleur pour empêcher la tenue des élections. Bon, je ne veux pas verser dans la spéculation. Tout ce que moi je vois, c'est qu'il y a l'insécurité grandissante à l'est de la République et nous voulons que cette insécurité cesse. Les pays sont dans l'incapacité d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Vous savez, quand on a fait les élections de 2018, on était toujours dans l'insécurité. Mais les résultats n'étaient pas acceptés, il y a beaucoup de contestations. Bon, nous allons respecter le cycle électoral. Là où il y avait fraude fraude signalée, c'était à l'est de la RDC, ouais. Nous allons respecter le cycle électoral. On aura encore des élections en 2023. Parce que l'insécurité, il semble qu'elle s'est installée chez nous. On ne va pas vivre une période où on peut dire qu'il n'y a plus d'insécurité. Donc on ne va pas éviter les élections en trouvant l'insécurité comme étant un prétexte. Si 2 ou 3 provinces sont affectées, on va faire des élections donc, dans le reste du pays. Et ces provinces-là, on organisera des élections au moment où les conditions donc, le permettraient. Docteur Noé Tchani, comment procéder pour réinstaurer la paix à l'est de la RDC? Parce qu'apparemment, les nécessaires optés pour tenter de remettre la paix à l'est de la RDC, jusqu'à maintenant, ça a réussi toujours pas. Qu'est-ce que le chef de l'État, comment est-ce qu'il peut procéder dans le cadre de sa vision pour que la paix soit totalement à l'est de la RDC? Parce qu'apparemment, tout ne semble pas marcher. Les sociales ne marchent pas, l'éducation ne marche pas, tout est par terre dans le pays. Il y a ceux qui vont plus loin jusqu'à dire que le chef de l'État n'est plus populaire. Pourquoi? Parce que la population crève de faim, le panier de la ménagère, le prix des denrées alimentaires prend de l'ascenseur du jour le jour. Je ne parle pas pour le chef de l'État et je ne défends pas ses politiques. Vous me parlez de sa vision, je ne connais pas sa vision. Je constate qu'il y a beaucoup de défis de développement auxquels le pays est confronté et qui n'ont pas encore trouvé de solution. Aujourd'hui, vous les niez. Docteur Noé Tchani, vous parlez du bien. Laissez-moi parler. Vous avez posé une question. Je disais tout à l'heure qu'il y a des défis de développement auxquels le pays est confronté. Ces défis de développement sont lesquels? J'ai identifié ces défis dans le cadre du plan Marshall de Noé Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC avant les élections de 2018. Ce n'est pas quelque chose donc de neuf. Quels sont les défis de développement? Manque d'infrastructures de base. Nous n'avons pas de routes intégratrices, nous n'avons pas de chemin de fer, nous n'avons pas d'aéroport de qualité. Nous n'avons pas de services publics de base. L'eau et l'électricité restent une denrée rare qui n'est disponible qu'à moins de 10% de la population. Nous n'avons pas des emplois. Aujourd'hui, le taux de chômage dans notre pays est de 85% de la population active. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde est au chômage. Et ceux qui travaillent dans les administrations publiques, dans la fonction publique, dans les services de l'État, ces gens-là, ils sont payés soit des salaires de misère ou ils ne sont pas payés du tout. Il y a des accumulations d'arriérés des salaires, des paiements à l'égard donc de tous ces fonctionnaires donc de l'État. Les militaires, les policiers qui sont au front, ils sont payés des salaires de misère. Des beaux discours, c'est ce que les Congolais, c'est ce que les Congolais fustigent. Les Congolais ont besoin du concret. Du concret, et j'arrive. C'est pour cela que j'ai toujours proposé, dans le cadre du plan Marshall, tout comme aujourd'hui, nous n'allons pas régler ce problème des niveaux de vie de la population tant que nous n'avons pas introduit en RDC un système de salaire minimum garanti. Dans le cadre du plan Marshall, je proposais un salaire minimum garanti de $1000 par mois pour tous ceux qui travaillent dans l'administration publique au moins. Par rapport à ces salaires minimaux, et c'est un peu d'explicité, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? C'est-à-dire qu'on passe dans les entreprises étatiques et non étatiques, voilà. On passe une loi qui dit que tous ceux qui travaillent en République démocratique du Congo, dans le secteur privé ou bien dans l'État, doivent toucher au moins $1000 par mois. Il y aura des gens qui vont toucher $2000, $3000, mais au minimum $1000 par mois. Pourquoi? Parce que nous avons déterminé que c'est ça qu'il faut pour avoir un minimum de pouvoir d'achat dans le pays. Payer quelqu'un, un policier et militaire au front à l'est du pays, 100 000 francs congolais, ce n'est pas connaître donc les réalités du pays. Parce qu'avec 100 000 francs congolais, il ne peut pas nourrir sa famille. Parce qu'il ne peut pas nourrir sa famille, il ne peut pas se battre pour le pays. Il faut arriver à lui garantir un certain pouvoir d'achat. Et là, ils commettent des bavures facilement. Il faut, voilà, si vous ne payez pas quelqu'un correctement, il a un fusil chargé donc de balles. Quand il voit donc des civils, il est tenté d'utiliser son fusil
pas pour défendre le pays, maintenir la paix et la sécurité, mais il devient lui-même l'agent d'insécurité. Qu'est-ce que nous produisons, qu'est-ce que les pays produisent de concret pour que chaque Congolais puisse toucher par exemple 1 000 $ le mois, sachant que l'économie aussi est au rabais? Qu'est-ce que le pays produit? C'est que nous devons organiser la production. Nous avons des matières premières. Nous devons avoir une vision de développement, une stratégie de développement. Dans le cadre du plan Marshall, j'ai proposé la transformation locale de nos minéraux et de nos matières premières pour ajouter de la valeur localement. Ça ne fait pas du sens aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, qu'on continue à exploiter ces ressources naturelles et à les vendre à l'étranger, à l'état brut. Il n'y a pas d'ajout de valeur. Ça ne fait pas du sens, par exemple, de produire le coltan et l'or et d'aller les raffiner au Rwanda. J'étais sidéré, choqué, stomaqué d'apprendre que le gouvernement actuel est allé signer des accords avec le Rwanda pour que l'or congolais et le coltan congolais soient raffinés au Rwanda. Dieu de mes ancêtres. Et si les Rwandais sont en mesure de le faire, parce que la guerre de l'Est s'est imposée injustement par les rebelles, c'est pas par les gouvernements rwandais, non? Je ne travaille pas pour les Rwandais. Okay. Si je suis élu président de la République démocratique du Congo, je travaillerai 100% pour le peuple congolais. Et je ferai ce qui est nécessaire pour aider le peuple congolais à avoir un niveau de vie acceptable. Pour bien attaquer son ennemi, il faut qu'il soit proche de vous, n'est-ce pas? Attaquer l'ennemi, il faut qu'il soit proche de moi. Mais vous avez bien remarqué que le président de la République est allé jusqu'à être trop proche du président Kagame en le tenant à la main et en le disant c'est son frère. Ça n'a pas empêché à Kagame... C'est pas stratégique? Laissez-moi parler. Ça n'a pas empêché au président Kagame d'infiltrer des militaires rwandais dans le M23 pour continuer à créer l'insécurité à l'est du pays. Donc cette stratégie-là, ça ne joue pas. Avec le Rwanda, je pense aujourd'hui nous sommes arrivés à un point où il faut que les Rwandais sachent que s'ils touchent à un petit morceau donc, du Congo, il y aura une réplique. Et cela ne peut se faire que de façon militaire. Je demande au FRDC d'être prêt. Si ce n'est pas fait sous le régime de Félix Tshisekedi, si moi je suis président de la République ou quand je serai président de la République, nous allons entrer à Kigali et on va tout détruire. Et en ce moment-là, les Rwandais vont apprendre une leçon à respecter les Congolais. Si je vous comprends bien, Dr Noël Tchani, c'est comme si au début du mandat du chef de l'État, vous les soutenez, vous étiez avec lui de plein pied, mais aujourd'hui, vous entendre parler, c'est comme si vous l'avez tourné complètement de dos. Vous devez suivre le discours que j'ai fait, c'était le discours des concessions. Quand j'ai accepté la défaite et j'ai félicité le président, je lui souhaitais bonne chance. J'avais dit dans ce discours-là, nous allons observer comment le président fonctionne. S'il fonctionne dans le sens de ce que nous voulons, mettre tout le monde ensemble, travailler ensemble pour régler les problèmes du pays, nous allons continuer à l'appuyer. Nous avons constaté que depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Le chef de l'État est très mal entouré. Et quand on voit la performance dans beaucoup de domaines, ce n'est pas à quoi le peuple congolais s'attendait. Nous devons être naïfs de continuer à soutenir donc de n'importe quoi. Et à ce stade ici, je pense que nous devons réévaluer ce soutien-là pour pouvoir dire au chef de l'État, vous êtes sur la mauvaise voie, voici donc la voie à suivre. S'il nous écoute, tant mieux. S'il ne nous écoute pas, il y a un bilan qui sera dressé d'ici 2023 et en ce moment-là, le peuple congolais va être pris à témoin. On va demander encore à ce peuple-là de pouvoir lui renouveler le mandat ou de lui retirer la confiance. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser le pays aller à la dérive. La manière dont le chef de l'État avait s'est retrouvé au pouvoir, avec, vous connaissez les couacs des accords FCC Cash, ainsi de suite, vous pensez qu'il allait relever les défis facilement, remonter la pente, que les Congolais puissent vivre normalement, ainsi de suite, vous trouvez? Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord, c'est pas facile quand même pour ces pays à la dimension d'un continent où tout était par terre et s'en sortir facilement? On sait qu'il y a toujours de ceux qui ne veulent pas que les pays aillent de l'avant. Il y a des pièges par-ci par-là. Je voudrais que vous sachiez que l'homme devant vous est très constant dans ses prises de position. Je ne suis pas un washi-washi qui change comme les politiciens congolais. J'invite tout le monde à aller sur Internet, sur Google. Mettez Noël Tchani félicite Félix Tshisekedi. Vous allez voir un discours que j'ai prononcé au moment où le chef de l'État venait d'être élu. Je lui avais dit ceci. On vous donne le bénéfice du doute. Faites ce qui est nécessaire pour que le peuple congolais retrouve son salut dans l'exploitation judicieuse des ressources naturelles. Okay. Si vous amenez la bonne gouvernance, l'état de droit, vous luttez contre la corruption et le détournement des fonds publics,
Et vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de dépassement budgétaire, que les ressources publiques soient utilisées efficacement pour répondre aux besoins de développement du pays. Moi, Noël Tchani, je vous soutiens et je vous soutiendrai toujours. Mais si vous ne faites pas cela, nous allons réévaluer notre soutien à votre égard. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On réévalue notre soutien à l'égard du chef de l'État et de son régime pour déterminer s'il mérite ce soutien-là ou pas. Tout à l'heure, là, vous venez de brosser les tableaux très sombres du pays. C'est votre opinion. Vous êtes un Congolais. Chaque Congolais est libre de donner son opinion. Mais dans vos propos, on sent un tout petit peu d'acharnement. On se le dit, c'est pas parce que Noël Tchani ne s'est pas retrouvé dans l'équipe gouvernementale, parce qu'au début du chef de l'État, des rumeurs couraient de partout. Noël Tchani, gouverneur de la Banque centrale, Noël Tchani, Premier ministre, ainsi de suite. Et enfin, c'est une déception? Non, il ne faut pas voir des choses comme ça. Il ne faut pas voir toujours des choses en termes de ce que nous pouvons gagner. Je voudrais tirer un adage du président Kennedy aux États-Unis, qui disait qu'il ne faut pas toujours se demander ce que le pays peut faire pour nous. Nous donner des postes, nous donner des salaires, nous donner de l'argent gratuitement, nous amener, nous promener à travers le monde. Ce n'est pas ça que moi je cherche. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le pays devienne mieux? Et aujourd'hui, quand je me pose la question, est-ce que le pays fonctionne mieux en 2022 que ce qu'il était par exemple en 2018? Je me dis que nous n'avons pas fait beaucoup de progrès. Il y a des problèmes avec la gouvernance du pays. La gouvernance du pays, l'état de droit que nous avons tous chanté, que nous avons tous souhaité qu'il se mette en place, on a réalisé quoi? On met les mains sur des détourneurs de fonds publics, des prédateurs de ressources naturelles. Ils font quelques mois à l'hôpital, ils commencent à crier pas à l'hôpital, en prison. Ils commencent à crier en prison en disant qu'ils ont mal aux pieds, ils ont mal aux genoux, ils ont mal à la tête. On les sort de là, on leur donne de l'argent, des jets privés pour les amener à l'extérieur. Et une fois qu'ils partent à l'extérieur, c'est terminé. C'est que ça veut dire, le message qu'on donne à la population, c'est quoi? Vous pouvez détourner des fonds publics, vous pouvez faire la prédation des ressources naturelles. Mais vous allez compléter. Rien ne va vous arriver. Docteur, vous allez compléter. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes diplomatiques qui ont été résolus. Notre pays, quand même, a une bonne cotation. C'est que le chef de l'État a été numéro 1 à la tête de l'Union africaine. Ce sont quand même des efforts, ne fût-ce que ça à saluer. On voit du côté infrastructure, nous avons quand même des routes qui ont été réhabilitées dans les provinces et pourquoi pas certains coins de la capitale Kinshasa, ainsi de suite. Il y a des efforts qui sont visibles à saluer, n'est-ce pas? Les étudiants congolais ont été dotés de bus Pimpa neufs pour faciliter leur déplacement dans le milieu estudiantin. Reconnaissez quand même les efforts au lieu de refuser catégoriquement. Vous êtes pessimiste? Non. Bon, c'est votre droit de voir les choses comme vous les voyez. Mais je voudrais juste prendre un ou deux exemples tirés de ce que vous venez de dire pour vous dire la divergence que j'ai avec l'équipe au pouvoir. Par exemple, les étudiants congolais ont été dotés des bus Pimpa neufs, Academia. On a lancé cette compagnie-là il y a 2 mois ou 3 mois. Il y a eu une grande inauguration qui a coûté beaucoup d'argent. D'ailleurs, rien que pour présenter les bus aux gens, il fallait avoir tout le pays à mobiliser pour ça. Mais une fois qu'on a fait cela, ces bus ne sont pas sur la route. Vous avez vu les bus Academia circuler sur la route. Ils ne circulent pas. Et je vais vous dire que c'était mort-né. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une mauvaise décision. Ils n'attendent pas la réhabilitation de routes parce que les routes ne sont pas praticables. Laissez-moi finir. Je vais vous dire que c'était mort-né. Pourquoi? On crée une compagnie pour transporter les bus gratuitement, les amener du domicile de leurs parents jusqu'à l'université. Ces étudiants ne vont pas payer. Ces bus vont fonctionner comment? Pour acheter le carburant, pour leur entretien, pour tous les besoins de paiement de personnel et consorts, pour le renouvellement même du stock des bus. Quand les bus deviennent vétustes, il va falloir donc renouveler le stock. Pour tout cela, il faut qu'il y ait des allocations budgétaires, l'argent qui vient des poches de l'État. L'État qui est déjà en difficulté pour avoir un budget. Je peux vous assurer que ces bus ne vont pas fonctionner. Pas lié, les problèmes ne sont pas liés au dispatching. Laissez-moi finir mon raisonnement. Dans les établissements universitaires de la capitale. Laissez-moi finir mon raisonnement. Je vous en prie. Je pense que déjà dès le départ, c'est une mauvaise conception de la chose publique, de prendre de l'argent de l'État, d'acheter des bus à donner aux gens gratuitement. Ça ne marche pas comme ça ailleurs. Voici ce que moi j'aurais fait si j'étais président de la République ou Premier ministre. Ce que j'aurais fait, c'est regarder que nous avons une compagnie de transport qu'on appelle Transco.
qui n'a pas suffisamment de bus pour transporter tout le monde dans la ville de Kinshasa. J'aurais doté Transco des bus additionnels. Tous les bus donc de Trans Academia, je les aurais donnés à Transco, en augmentant la disponibilité des bus, en améliorant le transport urbain. J'aurais en ce moment-là donc dit que les étudiants peuvent bénéficier de cette amélioration-là. Comment? En leur donnant des cartes de réduction. Soit ils payent 50%, soit ils payent 25%, ou même s'ils prennent des bus gratuitement. Mais au moins, le transport urbain sera amélioré. Et nous autres qui payons pour les tarifs pleins, nous allons subventionner le transport. Voilà, chapeau bas, ce sont des idées, des initiatives très louables. Moi, je considère que ce qui est fait, c'est une catastrophe. Ça montre bien un manque de vision. Et les gens font des choses qui sont populistes, mais qui nous amènent nulle part. C'est pour cela que j'ai pris des distances par rapport à cette façon de faire les choses, en disant la gouvernance du pays ne s'est pas améliorée d'un iota. Mais non, là, pour l'instant, qu'est-ce que Dr Noé Tchani semble faire pour l'intérêt de la population congolaise? Plusieurs choses. Où en est-on particulièrement avec la loi Noé Tchani? La loi Tchani, elle se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai même écrit une lettre tout récemment au président Bosso, à tous les députés nationaux, au président du Sénat et à tous les sénateurs pour leur dire c'est important, c'est urgent de traiter cette proposition de loi. Maintenant, ils ont publié le calendrier électoral. Dans le calendrier électoral, il y a une mention de révision constitutionnelle. Je devine que dans cette révision constitutionnelle, on va aussi aborder les questions relatives à la loi que j'ai proposée. Pourquoi? Parce que ce que j'ai proposé touche à 2 articles de la Constitution. L'article 10, qui va changer le principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise en déclarant le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise pour que tout celui qui est congolais reste congolais du début à la fin. On ne peut pas lui arracher la nationalité, même s'il va à l'étranger et qu'il opte pour... Le problème lié à la nationalité, ce n'est pas un faux débat, docteur Noé Tchani. J'arrive, laissez-moi finir mon idée. Maintenant, une fois qu'on a modifié cet article 10 en adoptant le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, vous savez la conséquence. On va redonner la nationalité congolaise à plus de 10 millions de Congolais. Ce n'est pas un faux débat. La participation relative à la nationalité congolaise. Lorsqu'un pays perd 10 millions de ses citoyens au profit des pays étrangers, c'est un pays naïf. Ces gens-là à l'étranger, depuis 1960 jusqu'à maintenant, s'il vous plaît, je dois vous interrompre. Laissez-moi finir. Excusez-moi. Non, laissez-moi finir. 10 millions de Congolais qui ont accès à la technologie de pointe, à des connaissances pointues, et qui peuvent apporter des investissements dans leur pays. Il faut ramener tous ces gens-là. Docteur, nous sommes butés par les temps, on doit gagner les temps. Il y a le deuxième article de la Constitution. Depuis 1960, ce pays est géré par des Congolais, des mères et des pères. Il n'y a pas d'avancée. Les pays n'avancent pas. Non, vous aucune lumière au bout du tunnel. Vous affirmez quelque chose qui est fausse. Je vais vous dire pourquoi. Depuis 1960, le pays est géré par tous les Congolais, des pères et des mères. Aucune lumière au bout du tunnel. J'arrive. Des pères et des mères, des pères ou des mères, ou des Congolais, des étrangers qu'on a cooptés Congolais. Il y a eu les Kengo Adondo, les Moïse Katumbi, tous ces gens là-bas, ils ont géré le pays. Et nous avons les mauvais résultats que nous avons aujourd'hui. Mais Katumbi est très ému et très aimé. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là, mais je dis simplement que nous devons maintenant purifier la gouvernance du pays. La purifier comment? Ces efforts sont salués par d'aucuns. Si vous pouvez me laisser parler. Je vous en prie. En disant simplement que si nous devons continuer comme ça, nous allons finir par perdre le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'infiltration à tous les niveaux, et y inclus au niveau du sommet de l'État. Par conséquent, nous devons faire la part des choses. Tous les Congolais restent les mêmes. Ils peuvent avoir accès dans leur pays à tous les postes qu'ils veulent. Mais quelques postes de souveraineté nationale que je peux énumérer maintenant, pas plus de 100, ces postes-là seraient réservés aux Congolais nés de pères et de mères congolais. Surtout dans les ministères régaliens. Pour des raisons de souveraineté nationale et de protection de l'intégrité territoriale. Ces postes sont lesquels? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, gouverneur de la Banque centrale du Congo, le directeur général de l'Agence des migrations, donc la DGM, l'administrateur de l'ANR, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire Finances, Justice, Défense, Intérieur, Affaires étrangères, les hauts magistrats de la République, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police, les gouverneurs des provinces. Tous ces postes-là seraient verrouillés. Y inclut les époux et les épouses de ces gens-là. Si nous le faisons, nous allons nous assurer que nous avons mis le pays dans les mains des gens qui seraient 100% loyaux à la RDC et qui n'ont pas un pied dedans, un pied dehors. Quand ça marche, ils sont congolais. Quand ça ne marche pas, ils sont étrangers. Vos initiatives, votre opinion
vous avez des idées géniales. Qu'est-ce qui fait que le chef de l'État fait la sourde oreille? Je ne fais pas ce que j'ai fait pour que le chef de l'État puisse me regarder. Bien au contraire, vous êtes en train de faire une mauvaise lecture. Je vais vous dire une chose, ce que je fais là, le peuple congolais dehors suit très bien ça. Vous savez, dehors, quand je sors d'ici, essayez de regarder seulement devant votre bureau ici. Tout le monde crie de père et de mère quand on me voit. Je suis devenu très populaire. La diaspora va voter cette fois-ci? J'espère que la diaspora devra voter. C'est pour ça que je propose ces modifications-là. Si on modifie et qu'on déclare le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, la diaspora congolaise devient éligible pour voter et elle va participer aux efforts de développement du pays. Voilà, c'était un plaisir énorme pour nous d'échanger avec l'économiste Dr Noël Tchani. Mais docteur, la RDC a été largement écrasée par l'équipe marocaine. Ça vous inspire quoi cette défaite? Oui, d'abord, je voudrais saluer nos léopards. Ils se sont débattus comme ils pouvaient pour défendre les couleurs de la République. Chapeau bas. C'était les matchs retour, hein? Oui, c'était le match retour. Je maîtrise un tout petit peu. Et je voudrais saluer la mémoire de cette compatriote de 46-47 ans qui est morte en regardant le match des léopards. Il n'a pas supporté que les léopards puissent perdre. Je salue sa mémoire, je salue sa famille, que son âme repose en paix. Maintenant, nous devons apprendre une leçon de ce genre-là, de ce jeu-là. La leçon, c'est quoi? Nous avions un entraîneur exceptionnellement bon, de père et de mère, Ibengue, Florent Ibengue, qu'on aurait dû préserver, à qui on devait payer un salaire décent pour qu'il continue à entraîner les léopards. Malheureusement, Ibengue a été négligé, il est parti ailleurs. On a fait venir quelqu'un qui ne parle ni français, ni lingala, ni l'anglais. Et quand il doit communiquer avec les joueurs, il doit communiquer dans sa langue qui est l'espagnol. Et voilà. On doit avoir un traducteur. Voilà. Je pense que c'est une erreur. Il faudrait qu'on ait une vision dans ce secteur-là. Le football, c'est les sports rois. On ne pouvait pas clore cette émission sans pour autant parler de la défaite de la RDC en match retour. Nous sommes à la fin. En guise de message particulier, Dr Noël Tchani, en Ukraine, ça ne va toujours pas. Il y a toujours, vous ne craignez pas une seconde où... qu'on soit victime aussi, le monde soit victime à une guerre mondiale, parce que là, ça ne va pas. Je veux que vous parlez de ça, vous donnez les messages particuliers par rapport à la situation de notre pays, et pourquoi pas parler aussi de la politique internationale. Oui, je voudrais parler de cela. Vous avez 2 minutes pour ça, parce que nous sommes à la fin. Voilà, je voudrais dire l'Ukraine, il faut gérer ça avec beaucoup de prudence, au même titre que nous devons gérer aussi les révoltes à l'est du pays, parce que ça nous touche directement. Mais pour tous ceux qui aiment nos idées, qui veulent que nous puissions continuer à faire ce que nous faisons pour défendre la souveraineté nationale d'intégrité du territoire, je demande votre soutien. J'ai 2 comptes que j'ai ouverts et je demande que ceux qui veulent participer à ces efforts-là puissent contribuer. Un compte M-Pesa 082 00 00 988 et aussi un compte Orange Money qui est 085 210 22 22. Vous voulez nous aider à continuer à faire ce que nous faisons, à faire le tour de la République, à mobiliser la population à ces enjeux-là que nous considérons importants pour notre pays. Voilà. S'il vous plaît, participez à cet effort-là. Je vous remercie. C'était Dr Noël Tchani, banquier et économiste international, ainsi que candidat aux élections présidentielles de 2018. C'était un plaisir énorme de vous recevoir pour la seconde fois dans notre émission Les Rendez-vous. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion c'est demain à 12h30, heure de Kinshasa. Vous avez aimé cette émission, remerciez toute l'équipe technique et la chaîne de référence Antena. Je compte vous retrouver très prochainement pour un autre numéro, pourquoi pas avec un autre invité. Si Noël Tchani, docteur, sera dispo, on sera encore avec lui pour la 3e fois dans cette émission. Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs.